Tire la chevillette avec Don Marcelino, médecin traditionnel amérindien. Bonjour à vous. Bonjour. On va commencer par vous présenter. Voilà, je viens de Pérou. Il faut savoir que Pérou aussi, c'est la patrie de Carlos Castañeda, qui est très connu dans le monde pour ses livres. Il est né au Pérou, malgré qu'il s'est caché aussi pendant toute sa vie comme brésilien, etc., pour effacer son passé. Alors, je viens d'une communauté qui s'appelle la communauté de Nazca, où il y a des dessins gigantesques, comme l'aéroport en France, Charles de Gaulle. Et dans cette tradition, c'est une tradition pré-colombienne, ça veut dire avant les Incas, on était là, 3 siècles ou 4 siècles avant Jésus-Christ. Je suis héritier aussi de toute une lignée de guérisseurs, mon père, mon grand-père, etc. Voilà. Alors on dit guérisseur ou médecin traditionnel. Vous insistez sur le fait qu'on ne dit pas chaman. C'est très important pour vous. C'est très important parce que quand j'ai arrivé ici, je constatais que les gens voulaient m'appeler chaman et que je pratiquais le chamanisme. Alors je commençais une recherche pour savoir pourquoi les gens voulaient m'appeler chaman et ma pratique chamanisme. J'ai découvert que ce mot était inventé par 2 anthropologues très connus, Claude Lévy, je crois, et autre qui était un Roumain, Mircea Eliade. Et qui ont inventé ça, comme on invente la Coca-Cola. Et pourquoi ce refus de chamanisme ou chaman? Parce que les Espagnols, les conquistadors aussi, nous ont interdit d'avoir des noms indiens. Et les mamans ou les papas qui mettaient des noms indiens à les enfants étaient tués. Et c'était un interdit. Et après, nous sommes baptisés comme Don Marcelino, c'est espagnol. Et je crois que c'est suffit que les Blancs nous inventent des noms à nous. Et je dis non, les chamans viennent de Sibérie. Et le chamanisme, ils le pratiquent dans la guérison, mais rien à voir avec notre tradition. En plus, il y a la commercialisation de ces mots. Il y a les tarots chamaniques, les danses chamaniques, les voyances chamaniques, tout est chamanique ici. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont initiés en la maçonnie, ou en l'Amérique du Nord, ou en l'Amérique du Sud, parce qu'ils ont reçu simplement des initiations, ont reçu une quête de vision, ont fait la haute sudation, ont parlé avec des sages, mais rien à voir avec une initiation. Il faut savoir que fin 1492, l'étape de l'invasion, il n'y a pas d'initiation pour les Blancs. Alors, tout ce que les gens qui disent que c'était initié, c'est faux. C'est une commercialisation du chamanisme. C'est pour ça que je refuse m'appeler chaman. Alors, c'est la médecine traditionnelle amérindienne, un guide, un serviteur, c'est ça comment on doit se nommer. Alors on reviendra sur votre rôle tout à l'heure. Moi, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur votre enfance au Pérou. Quels souvenirs vous en gardez ? Les souvenirs les plus forts pour moi, c'est les moments de la prière. Quand je dis prière, c'est pas tout de suite on pense à la prière catholique, chrétienne et tout. Non, papa et maman n'étaient pas chrétiens. Alors, tout petit, je observais que papa et maman sortaient dans le matin, quand le soleil venait, ils étaient les bras ouverts pour recevoir l'énergie du soleil en contemplation. Et pour nous, la prière, c'est une énergie que tout le monde le fait sans le savoir. Par exemple, on respire sans être consciente. Et on prie sans être consciente. Même quelqu'un qui ne croit pas, qui est athée. Pourquoi? Parce que pour nous, la prière, c'est une énergie très puissante qui enveloppe les gens. Par exemple, si vous avez quelqu'un à l'hôpital et que vous souhaitez dans votre cœur sa guérison, c'est une prière. Vous l'envoyez ce message que l'enveloppe. Un coucher de soleil que vous contemplez, c'est une prière. Quand la maman reçoit son petit dans ses bras, dans l'accouchement, il voit que ce petit est là, c'est une prière. Tout est prière. De manière que cet souvenir de l'enfance, ces contemplations de papa et maman face à la nature, au soleil, à la lune, pour moi, étaient enregistrés comme quelque chose que me disait la prière, c'est très
puissante, c'est très important dans la vie de l'homme. Il y a une importance de la nature, du respect de la terre en général, dans cette, je sais pas comment on peut dire, cette foi amérindienne. Oui, on commence par dire que aimer son corps, c'est aimer la terre, parce que notre corps est composé des éléments de la terre et du cosmos. De manière qu'il y a des écologistes qui vont à faire des publicités contre la pollution et tout, mais ils détruisent son corps avec la dépendance del tabac ou de l'alcool. Alors, pour être honnête, il faut commencer pour aimer son corps éperdument. Si on n'aime pas son corps, ah non, c'est pas honnête. On ne peut pas dire je suis écologiste. Aimer son corps, c'est aimer la terre. Détruire son corps, c'est détruire la terre. Rendre son corps beau, c'est rendre la terre belle. C'est ça notre idée. Et vous pensez qu'en Occident, justement, on a oublié qu'on faisait partie de la nature, qu'on se sent trop supérieur? Je crois que cet oubli vient quand même de la phrase, ces phrases bibliques. L'homme, c'est le roi de la création. Il a les droits comme un roi de vie et de mort sur les éléments. Imaginons que la terre est engloutie pour la pluie. Et ça vient. Il y a les États-Unis, avec toutes ces technologies, ne peuvent faire rien avec la pluie qui vient et qui engloutit des villages entiers. Mais imaginons que la terre est engloutie. Après, l'eau se retire, il n'y a pas de humains, les poissons commencent à venir, les arbres commencent à grandir, les plantes, parce que la nature n'a pas besoin de l'homme. Mais l'homme a besoin de la nature pour vivre. Et la folie que je vois, c'est que l'homme détruit, c'est un suicide, détruit ce qui le fait vivre. Alors, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Cette tradition de respect de la terre, de captage des énergies aussi qui circulent, vous la transmettez comment? D'abord, ma mission, c'est de réveiller, par exemple en Suisse, d'abord cet amour pour son corps, aimer son corps. Parce qu'aimer son corps, pour nous, comme je dis, c'est aimer la terre. Deuxième chose, je fais aussi des stages pour aimer la nature, pour prendre de l'énergie de la nature. Pour nous, la nature sont des frères et sœurs. Les animaux sont des frères et sœurs. De manière qu'on commence pour toucher un arbre, respirer avec lui. C'est comme un grand-père qu'on peut lui raconter ses tristesses et ses peines. Et c'est merveilleux comme les gens en Suisse ou en France, en Luxembourg, réagissent. Parce que c'était nous, ça, à l'intérieur de nous. Cet amour à la terre, simplement qui est endormi. Et je dis, je ne donne pas aucun enseignement, je réveille ce qui est en vous. Parce que l'être humain, c'est un être merveilleux. C'est une énergie, ou une âme, ou un esprit, comme vous voulez le nommer, qui habite un corps. C'est ça l'extraordinaire. Il y a la force des ancêtres aussi que vous allez chercher dans les personnes, que les personnes elles-mêmes vont chercher en elles, tout cet héritage des ancêtres. Mais il faut savoir que vos ancêtres sont les Celtes. Les Celtes étaient toute l'Europe. Et il y a aussi des restes ici en Suisse de ces cultures celtes, des druides. À Neuchâtel, vous avez le musée, une petite maison comme vivaient les Celtes et toutes les choses qu'on a trouvées. De manière que c'est votre héritage aussi, et cet amour à la terre que vous avez oublié simplement. Don Marcelino, la civilisation Nazca dont vous parliez tout à l'heure, vous êtes originaire de la région où vivait le peuple Nazca. Ça aussi, on a l'impression que c'est une civilisation oubliée ou disparue. Qu'est-ce qu'il en reste chez vous? Ce qui reste, c'est si vous voyagez au Pérou et vous arrivez à Nazca, pour voir les gigantesques dessins d'un avion. De manière que vous prenez l'avion et vous voyez ces gigantesques dessins. Et les gens se posent la question, pourquoi les Indiens ont fait ça si on ne peut pas voir de la Terre? Oui, d'ailleurs, on les a redécouvertes. C'est un aviateur qui les a redécouvertes. Oui, il y a beaucoup de choses. De manière que la question qui se pose, c'est pourquoi?
Il y a des théories des anthropologues qui disent, bon, c'est un calendrier astrologique, d'autres disent des signaux, des rituels, etc. Mais jamais on demandé les Indiens qu'est-ce que nous pensons de ça. Pour nous, notre origine vient des étoiles. Ça veut dire que nous sommes des êtres qui viennent des étoiles. Notre ancêtre vient des étoiles. Ça, c'est une première chose. Ils nous ont laissé des empreintes pour qu'on se rappelle d'eux. Nazca, la pyramide Maya, partout dans le monde, il y a des empreintes énormes. Et on dit comment on peut construire ça s'il n'y avait pas la rue. Par exemple, vous allez à Machu Picchu et vous voyez des fortalezas, des châteaux avec des pierres très bien harmonisées. Il n'y avait pas de ciment. Ils sont collés un à l'autre. Comment on peut, sans la rue, transporter à 3000 mètres d'altitude ces pierres? C'est une question qui se pose. Voilà, il y a beaucoup de questions sur ça. Et c'est pour ça que nous disons, nos ancêtres viennent des étoiles. Alors justement, pour en revenir aux lignes Nazca, il y a des figures animales qui sont représentées. Il y en a 18 au total, Oui, en tout cas oui. qu'on a découvert. Alors vous parlez de calendrier cosmique. Est-ce qu'on peut développer cette idée? Je dis, c'est une théorie des astrologues, ce n'est pas la théorie des Indiens. Elle dit c'est un calendrier astronomique. C'est vrai qu'il y a des recherches aussi qui ont fait que les anciens de Nazca savaient aussi toute la question de l'astrologie, de l'astronomie aussi. Et il y a des restes de dessins que nous avons faits sur les étoiles, sur les planètes, avant que Galilée découvre que la Terre, comme je dis, était ronde. est ronde, on le savait. On savait. Et puis, on parle aussi de pistes d'atterrissage pour les ancêtres qui venaient des étoiles. Oui, on peut dire beaucoup de choses. Pour beaucoup de gens rationalistes et logiques, maintenant, on s'approche plus. Il y a 3 types de gens en Europe et en Suisse qui disent, voilà, ça c'est un délire. C'est les soucoupes volantes, les pistes de Nazca, tout ça, c'est des délires, c'est pas valable, c'est pas scientifique. Autres disent, écoute, on peut réfléchir quand même sur ça. Pourquoi pas faire une recherche? Et je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commencent à penser qu'on n'est pas tout seul dans cet univers, qu'il y a autre soleil, ou il y a autre vie, autre forme de conscience intelligente, plus que nous peut-être, et millions d'années plus développés, qui sont là, et qui nous ont visités, et que nous les Indiens, on appelle les ancêtres. Et ça rassure, ça? Je crois que si ces êtres intelligents qui viennent des étoiles a des millions de connaissances techniques sur nous, et s'ils viennent, imaginons, viennent à toucher, à nous connaître, ça déstabilise totalement l'économie, la religion, parce que pour eux, ce qu'ils font, c'est la magie. Par exemple, qu'il y a des solutions pour guérir les cancers, comme on guérit la rhume, qu'il y a des solutions pour rétablir un bras, etc. C'est de la magie. Par exemple, un grand-père, 1940 par exemple, si en ce moment est transporté ici, il se met une voiture, il y a une voix qui dit à droite, à gauche. Hein? Elle dit de où sortent ces voix? Et vous lui dites, ah non, ça c'est des satellites. Mais comment il peut voir où nous sommes et nous diriger? Pour lui, est magique. C'est quelque chose que le rend fou. Il dit, c'est pas possible. Dans le cerveau, il n'était pas préparé à recevoir ça. Mais vous pensez qu'on est prêt aujourd'hui quand vous venez et que vous dites, ben voilà, ces lignes Nazca, par exemple, ont été faites par nos ancêtres ou des gens qui viennent d'ailleurs. Vous pensez qu'on est prêt à entendre ça? Je vous dis, il y a des gens qui rationalistes et logiques qui ne croient pas. Ils disent, bon, ce sont des lignes comme ça, bon, on ne sait rien. Autres gens commencent à se poser des questions de plus en plus. Et je crois qu'il y a des signes. Naturellement que ces êtres qui sont des millions de technologies qui connaissent plus que nous, plus avancées que nous, ne viendront pas comme ça, mais petit à petit, elles nous éduquent pour les recevoir. Parce que sinon, c'est de la destruction de toute notre civilisation. Parce que, bon, c'est pas Dieu, c'est quelque chose qui vient détruire la religion, par exemple, ce qu'on croit. Si Jésus vient et dit, non, je ne suis pas un Dieu, je suis un être qui vient des étoiles, qui s'est incarné, Bouddha, Mahomet, etc. En quoi on croit?
Ça s'appelle un ethnocide, c'est pas un génocide. La destruction d'une culture, d'une croyance, c'est ce qu'ont fait les conquistadors avec nous. Ils nous ont détruit notre croyance, ils ont implanté la religion chrétienne, ont détruit notre rituel. Voilà, tout ça, c'est un ethnocide. Et je crois qu'eux sont plus sages pour ne pas venir tout d'un coup et à nous détruire totalement notre croyance, notre culture, la forme de vie, etc. Don Marcelino, vous êtes notre invité aujourd'hui dans Tire la chevillette. Alors, on vous qualifie d'éveilleur de la mémoire cosmique. C'est votre rôle que de venir parler de ces choses-là et de ces ancêtres, ou enfin, on ne sait pas exactement comment les qualifier. C'est votre rôle de faire la passerelle entre ceux qui n'y pensaient pas ou qui n'y croyaient pas, et puis ces êtres. Je crois que c'est le moment parce qu'on rentre à une nouvelle étape, le monde. Le crash économique, c'est un moment de l'histoire de cette humanité. Il va être comme un accouchement, c'est douloureux. Mais après, je pense que viendra autre chose, si les êtres humains veulent. J'ai de grands espoirs à ça. C'est douloureux parce que millions de gens vont être en chômage. C'est que le commencement de ce crash économique mondial, et partout. L'Amérique latine commence à souffrir, partout. En Suisse, qu'on croyait que vous êtes réservé, les banques et tout, on comprend que toutes ces actions étaient, la banque suisse commercialisée avec les banques américaines qui à le crash, et les Suisses sont en crash. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de actions n'ont pas de sous, il n'y a pas l'argent, ont perdu tout. De manière que je crois que c'est le commencement d'une nouvelle civilisation qui vient, peut-être plus fraternelle, plus humaine. Et mon travail, c'est de réveiller le meilleur qu'il y a en vous. Je ne donne pas des enseignements, parce qu'il n'y a rien à enseigner, parce que tout est en vous. De manière que quand je fais des stages des ancêtres aux retraites amérindiennes, pour se réveiller ça. Voilà, c'est mon travail, réveiller. Pourquoi? Autre raison, c'est parce que ici, c'est en Europe, se joue aussi les destinées des peuples de tiers-monde, une partie de notre destinée. Si il y a un changement de conscience ici, d'humanité, ça va répercuter en toute l'Amérique latine, en toute l'Afrique et tout ça. Mon travail, ce n'est pas d'une recherche spirituelle, parce que vous êtes déjà spirituel. C'est une recherche de devenir de plus en plus humain. C'est une sorte d'harmonie entre toutes les cultures différentes que vous cherchez. Je ne cherche rien, mais je constate, par exemple, nous avons, les Amérindiens, la prophétie de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que dit cette prophétie de l'arc-en-ciel? La prophétie de l'arc-en-ciel dit il y a un puzzle cosmique. Les Amérindiens aiment la terre, aiment la nature, les Africains, c'est la danse, les Asiatiques, c'est l'intériorité, mais manque une tradition. C'est votre tradition qui manque. Elle n'est pas là. La tradition celte, alors? La tradition celte, la tradition européenne. Pour les Européens, qui est votre maître ou votre guide? C'est Jésus. À part des églises, c'est son message. C'est un homme avec un H majuscule. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, vous êtes la lumière du monde. Je ne suis pas chrétien, mais cet homme, c'est mon ancêtre, humain. Et je crois que c'est ça, manque votre civilisation pour compléter les postes cosmiques. Et quand ce poste cosmique est complété avec le réveil de votre tradition à vous, en ce moment, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont ensemble. C'est pour ça que vous avez décidé de venir en Europe, Don Marcelino? J'ai décidé, mais c'est la vie aussi qui m'a poussé à venir ici, à laisser ma patrie, laisser ma famille, laisser les lieux où je suis né, adopter autre langue, autre manière de penser, parce que les Suisses, malgré qu'ils parlent français, c'est pas pareil à les Québécoises ou à les Français, ou les Belges, ou les Luxembourgeoises. Vous avez autre mentalité, autre manière de communication. Alors il faut que je m'adapte à chaque manière de communication que vous savez, parce que vous avez une manière de communiquer totalement différente, par exemple, à les Luxembourgeoises, malgré que vous parlez français. Mais c'est autre mentalité, c'est différente. C'est autre nourriture en plus.
C'est pas pareil. Vous devez vous adapter au discours, à la mentalité du lieu que vous traversez. Est-ce que les gens dans ces lieux-là sont ouverts? Est-ce qu'ils arrivent à vous écouter, à comprendre ce que vous leur dites? Je crois que oui. Il y a beaucoup de gens, j'étais surpris qu'ils viennent à des conférences, 50, 180, 200 personnes viennent. Ils sont surpris pour la simplicité des choses. On ne fait pas compliqué, parce que la vie est simple. On la complique simplement. Et je voyage à Luxembourg, en Suisse maintenant, en France, à Belgique. Bon, tout parle français, hein. Et je m'adapte. C'est pour ça que j'ai appris le français, pour pouvoir communiquer. Mais quelquefois, quand je suis devant le public belge, par exemple, je dis, mais il faut que je me situe. Je ne suis pas en France. Ce n'est pas des Français, les Belges. Ils pensent autre chose, ils posent des questions différentes. Je suis en Suisse, hier j'ai donné une conférence, il faut que je me situe. Ils ne sont pas luxembourgeois. Alors il faut que je me situe dans votre culture, dans votre mentalité. J'ai appris ça. Il y a une chose à propos de l'Europe, c'est l'individualisme qui prend le dessus un petit peu partout. Et puis on s'en rend compte aussi dans les pays émergents comme l'Inde ou la Chine, les gens sont très individualistes. Et vous venez parler d'harmonie, Don Marcelino. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça n'est pas un peu utopiste de penser comme ça, de penser qu'on va pouvoir tout harmoniser? Je crois que toutes les grandes choses se font dans l'utopie. Il se fait pour des gens qui ne croyaient pas qu'un rêve peut se réaliser. Beaucoup de grandes choses. Et je crois que les utopiques, on dit avec mépris quelquefois, ont la vérité. C'est-à-dire, elles voient les choses qui peuvent se faire pour l'humanité. J'ai beaucoup voyagé, par exemple, les pays émergents que vous appelez, par exemple le Pérou. Si vous allez un jour au Pérou, vous serez surpris de l'hospitalité que vous avez. Vous demandez l'adresse à quelqu'un, c'est midi, et elle dit, écoutez, je vous invite à manger à ma maison, avec ma famille. Alors, vous dites, avec votre mentalité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les dollars, c'est ça qu'il veut. Alors, vous vous dites, je vais expérimenter. Et vous allez, toute la famille est contente de vous recevoir, elle vous serve à manger, et quand vous sortez l'argent, elle dit, non, non, c'est une invitation. Et vous sentez comme si vous êtes de la famille, que vous êtes aimé. Mais justement, et ça change. Plus le pays est pauvre, plus les gens sont accueillants, ça on s'en est aperçu. Et puis plus le pays est riche, plus les gens vont avoir peur pour leur argent et moins partager. Oui, mais quand on possède des choses, on ne dort pas. Quand on possède des richesses, on ne dort pas parce qu'on a peur de perdre. Ça, c'est aussi. Un riche, je ne pense pas qu'il soit heureux. Elle a peur pour l'entreprise, maintenant elle a peur pour les crashs économiques, elle a peur de tout. Alors, quand vous n'avez rien à partager que votre cœur et le petit peu que vous avez, vous êtes content. Je crois que je ne prêche pas la misère non plus. Hein. Je dis qu'un jour, cette planète sera fraternelle et les gens qui ont trop, ils sont comme deux frères, un qui a tout et l'autre qui n'a rien, on peut partager. Vous savez qu'il y a des énormes réfrigérateurs gigantesques où s'accumule de la viande, s'accumule de la nourriture. Et pourquoi ils ne le donnent pas? Parce que le prix descend. Et en vez de l'envoyer à tout le monde, non. Alors il y a de tout ça aussi ici, parce qu'il y a le système que maintenant on découvre, le système capitaliste, libéral, qui ne fonctionne plus, et que, bon, c'est un système inventé pour l'homme, comme le féodalisme est inventé pour l'homme, la monarchie est inventée pour l'homme. C'est un système qui a des lois économiques qu'on ne peut pas changer. L'exploitation de l'homme, la compétition, il faut comme la compétition, alors on écrase l'autre. Et je crois que peut-être maintenant tous les de droite et de gauche disent le système capitaliste est mauvais, il faut le refondre, il faut le humaniser. Mais il y a des lois économiques qu'on ne peut pas humaniser. De manière que je pense que l'avenir, peut-être on va sortir autre nouvelle forme d'organisation économique pour l'humanité. On a besoin d'un peu de simplicité. Je pense qu'on se complique beaucoup dans la tête ici, quand le magique se trouve dans la simplicité. Parce que vous fonctionnez beaucoup avec le mental. Et pourquoi la dépression, ici, en Suisse, il y a des suicides. Le pourcentage des suicides est énorme. Pourquoi? Parce que vous savez tout. Alors la tête, ça commence à penser. Et la dépression, c'est ça.
Il commence à je suis rien, je ne vaux rien, je suis triste, voilà, je ne sors plus de ma maison, je prends des médicaments, c'est terminé là. Alors c'est le suicide après. Ouais, on parle de suicide, la mort, c'est quelque chose de très délicat. Chez nous, en tout cas, on a peur de la mort. Est-ce que dans votre civilisation à vous, on en a peur aussi? Il faut dire que les gens de toute l'humanité n'ont pas peur de mourir. À partir de 15, 17, 18 ans, c'est les gens qui se suicident. C'est très rare voir quelqu'un qui se suicide à 40 ans. Les vieux, on dit, a peur de mourir. Les gens, non. Mais notre espérance de vie, c'est de 47 ans. 47 ans, c'est jeune ici. Pourquoi? Pour manque de nourriture. Les conditions de vie, c'est très dur. Voir mourir de tuberculose des enfants ou des femmes, littéralement des femmes. De manière qu'on vive très vite et vous avez une vie très longue. Hein? Mais qui vit aussi à 90 ans. Il y a des gens qui sont bien, mais il y a des gens qui souffrent aussi de vivre comme ça. Il veut partir. La grand-mère dit, écoute, je vais partir, c'est Noël, c'est ça, le dernier. Je vais partir, je me sens mal, voilà. Et je crois que pour nous, la mort, c'est une conseillère qui nous dit, il faut que tu vives. Tu ne vis pas. Je te prends quand je veux. Mais toi, 40 ans, 42 ans, est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as été heureux? Tu as travaillé, tristesse, échec, divorce, etc. Mais tu n'es pas vécu. Combien de temps tu étais heureux? La mort, c'est une conseillère, une bonne conseillère qui nous dit, vive maintenant. Vis. Vivre, alors, c'est être heureux. Bien sûr. Ça, être heureux ne dépend de personne, attention. Être heureux, c'est nous, dépend que de nous, à l'intérieur de nous. Parce que si on dépend de personne d'être heureux, alors on est dépendante. Et la personne peut nous manipuler aussi pour nous faire souffrir. Ça nous amène, donc, Marcelino, au bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Ça, c'est une question philosophique. Je crois que c'est une question humaine. On n'est pas là pour souffrir, même si il y a des moments de grande souffrance, mais on est là pour être heureux. Par exemple, vous avez tout ici pour être heureux. Tout. Si vous allez à l'Amérique latine, vous dites, mais quand même, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me chauffer, j'ai une maison bien, et eux vivent comme ils vivent. C'est pas une maison. Tout le monde vit dans une petite pièce. Il n'y a pas de quoi manger. Il y a la fille aînée qui se prostitue pour amener l'argent à les autres. 6 personnes. Vous dites, mais pourquoi je me plains? Ici en Suisse, j'ai tout. Alors, ça vous fait un changement de vie. De dire, j'ai tant de choses ici et pas voir ce que vous n'avez pas. Et alors, vous, le matin, vous ouvrez votre fenêtre et vous dites, aujourd'hui, comme fait les Amérindiens, c'est un bon jour pour mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vivre pleinement. Aujourd'hui, je vais être heureux avec les choses que j'ai, avec la femme que j'ai, avec les amis que j'ai, que m'aiment, et que je n'ai pas vu parce que je travaille et je ne prête pas attention à les petites choses de la vie. Rentrer à une boulangerie, aspirer l'odeur de pain complet, c'est merveilleux. Rentrer les fleurs aussi, voilà des petites choses qui nous font vivre. Et alors, vous serez heureux. On n'a pas besoin d'autres pour être heureux. Marcelino, vous venez chez nous rendre visite dans Tire-la-Chevillette en qualité de médecin traditionnel amérindien. La médecine traditionnelle en Amérique du Sud, comment ça marche? Quel en est le principe? D'abord, l'Amérique du Sud, les médecins traditionnels ont peu de choses à faire. Parce que la première chose que besoin, les gens, c'est manger. Ah oui, la malnutrition. De manière qu'on se fait payer, on troque. Il amène ce qu'il peut, hein, des pommes de terre, des poulets, etc. Je parle de la campagne. Et le médecin amérindien reçoit ça, il prend pour lui, et le reste, il le donne à les gens qui ont besoin, et il ne garde pas. Et je crois qu'en Amérique du Sud, besoin aussi cet accompagnement pour soulager. Nous avons des plantes en Amazonie, beaucoup de plantes pour beaucoup de maladies qui ici sont dangereuses. Mais dans la ville,
Les gens meurent aussi de beaucoup de choses. Il y a ce problème, cette différence entre la campagne et la ville. La campagne, on a peut-être gardé certaines traditions et puis on les a oubliées dans les milieux urbains, aussi en Amérique du Sud. Oui, parce que beaucoup de paysans vont à la ville parce qu'il n'y a pas de terre à cultiver. Alors ils vont à la ville, ils sont les bidonvilles que se fait de Lima. Si vous allez à Lima, vous sortez de l'aéroport, ils sont cachés parce qu'ils ont mis des barrières pour que les touristes ne voient pas la misère des bidonvilles. Ils sont des gens qui viennent de l'Amazonie, qui viennent des Andes. Ils tombent là, comme les émigrés qui viennent en recherche de travail, ils tombent ici, il n'y a pas de travail. Bon, ils tombent là, ils sont des bidonvilles et vivent dans la misère, des petits boulots. Et quelquefois, il n'y a pas de boulot. Et ceux-là ont oublié peut-être d'où ils viennent et puis toute la tradition. Bien sûr. Elle oublie tout parce que la première chose, c'est de survivre. Ça ne s'agit pas de vivre, il s'agit de survivre. Et est-ce qu'il y a, au-delà des plantes, d'autres techniques ou des ficelles à la médecine amérindienne? Bien sûr, ici, je travaille aussi, c'est la médecine amérindienne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de prescription, je ne fais pas ça, mais simplement, c'est une prévention de quelque chose qui peut venir. C'est mon travail. De manière que je suis dans le cadre, dans l'ordre de ne pas prescrire ni donner des médicaments. Je ne donne pas ça. C'est la prévention. Il y a des gens qui viennent pour différents motifs. Des dépressions, de voir un peu qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Les gens qui sortent de la retraite, ils ne savent pas quoi faire après la retraite. Sont des gens qui ont travaillé pendant 40 ans, 50 ans. Ils se trouvent tout d'un coup à la maison. Alors, ils viennent pour faire un projet de vie. Parce que sinon, ils tombent dans le circuit de dépression aussi. Voilà, il y a des différents gens qui viennent. Et en ce moment, on parle, parce que c'est la parole. Et on travaille aussi. Et disons que vous êtes l'acteur de votre guérison. Ce n'est pas moi, c'est lui aussi. C'est l'introspection qui est importante, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi pour aller mieux. Oui, je crois que la question, je pose la question toujours, est-ce que vous aimez votre corps et perdre le monde? Si la réponse est non, alors je le dis, il faut commencer à aimer votre corps pour sortir de beaucoup de choses. Parce que c'est la tête qui programme des maladies en vous. Ou la dépression, c'est la tête. Mais commencez pour le plus concret, physique, que c'est votre corps. Aimez votre corps. Ça, c'est le premier message. Et puis après, tout va en découler. Bien sûr, si on aime son corps, le corps émotionnel est joyeux, le corps énergétique est bien, vous avez plein d'énergie, et le corps mental a des bonnes pensées. Il ne pense pas se détruire, il pense des choses belles, un bon programme de vie. C'est ça, les 4 éléments pour avoir une bonne santé. Alors, beaucoup de gens disent, c'est simple, hein? Mais c'est très difficile de faire. C'est pas facile aimer son corps. C'est pas évident. Et les pensées négatives, dans l'idée de peur, par exemple, on peut aimer son corps, on peut tout faire pour aller bien, et puis avoir peur de quand même aller mal. Est-ce que ça gâche le processus? Ça, c'est le mental qui dit ça. C'est le mental. Qui programme des catastrophes dans la tête, en vez de programmer des choses belles. Parce que si vous programmez des catastrophes, des accidents, etc., ça descend sur le corps émotionnel et vous êtes tendu. Et ça descend sur le corps énergétique et vous perdez d'énergie. Comme des gens qui disent « je n'ai pas d'énergie ». Et ça apparaît visible dans le corps physique. C'est le procès de la maladie. Mais tout, c'est dans la programmation mentale. Le mental est très puissant. Et les athlètes ont découvert ça. Vous regardez en la télévision, ils se préparent mentalement pour arriver. Ils ne disent « je ne vais pas arriver ». Ils se préparent pour gagner. Et le corps reçoit le message. Il gagne. Il ne faut pas se mentir à soi-même, alors. Il faut être vraiment en accord avec soi-même, avec son esprit, son corps, pour aller de l'avant. Bien sûr. Il faut être honnête avec notre corps, respectueux de notre corps. Parce que le corps parle. Le corps dit des choses. Mais on ne l'entend pas. Et jusqu'à la fin, qu'elle crie maintenant, elle ne peut plus. Alors c'est la maladie.
Marcelino, pour terminer cette émission Tire la chevillette, souvent on demande à nos invités s'ils ont un objet qui est important dans leur vie, qui est symbolique pour eux ou qui les accompagne partout. Est-ce que vous avez un tel objet? C'est pas un objet, pour moi c'est le condor. Le condor c'est un animal, c'est pas l'aigle, c'est un animal de notre pays, le condor. Et c'est un animal que j'aime beaucoup. Et dans mon livre, par exemple, les 3 livres que j'écris déjà, il y a un condor dans le premier livre. Deuxième, il n'y a pas de condor, il y a une réplique du monde. Et dans le 13e livre, il y a un condor aussi. De manière que pour moi, c'est cet animal qui est majestueux, qui est silencieux, il est calme, il voit de l'alture, c'est une grande altitude, il vole. Et en même temps, il cherche aussi se pousser. Et pour moi, c'est mon, si on dit, mon totem ou mon animal. C'est mon animal. Voilà. Le condor, au Pérou, c'est considéré un peu comme une divinité? Pour nous, il n'y a pas de divinité, c'est les chrétiens qui disent ça. Pour nous, tout animal mérite respect. Et quelqu'un me dit, mais alors, vous aimez les animaux plus que les hommes? Je dis non, mais ça, c'est une fausse conception mentale. Les biens, les mal, les beaux, les... Non, je dis, j'aime l'animal comme j'aime l'homme. J'aime les deux. Il n'y a pas de différence. Il y a une harmonie entre tous les deux. La personne qui n'aime pas les animaux n'aime pas les hommes. Et la personne qui aime les animaux, il aime les hommes. Il faut qu'on prenne conscience alors qu'on fait partie d'un ensemble et qu'on est tous égaux. Je crois qu'il faut prendre conscience que nous sommes liés à nos ancêtres, papa, maman, grand-père, grand-mère. Toutes ces lignées de papa, maman, c'est nos ancêtres. On est liés, et nous, dans notre mémoire cellulaire, à l'humanité. On est lié à notre frère et sœur de la nature. Et on est lié à les consciences intelligentes qui habitent dans les étoiles. Nous sommes liés tous, de manière qu'on n'est jamais seul. Et puis, est-ce qu'il y a une phrase ou une citation issue de votre culture que vous avez envie de mentionner pour laisser ça aux gens comme message? Le magique se trouve dans la simplicité. C'est comme ça qu'on va terminer, en toute simplicité. Don Marcelino, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Bientôt.